Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la programmation avancée en Java et nous allons essayer de comprendre ensemble la notion de classe abstraite. Donc d'abord, qu'est-ce qu'une classe abstraite? Une classe abstraite, c'est une classe un peu particulière car celle-ci ne peut pas être instanciée. Il est impossible de créer un objet de cette classe-là. Alors, à quoi ça sert de manière générale? En fait, ça permet justement d'engendrer une famille de classes pour lesquelles, en fait, nous pouvons avoir des structures de données qui sont communes, comme les champs privés, protégés, publics d'une classe. Et on peut aussi avoir quelques méthodes qui peuvent être abstraites de par la déclaration, justement, de ces méthodes ou fonctions. Ou alors, on peut aussi tout à fait donner des méthodes complètement concrètes qui seront implémentées dans cette classe-là. Et du coup, toutes les futures filles hériteront de ces méthodes concrètes et devront implémenter les méthodes abstraites. Donc la seule petite restriction ici, c'est qu'une méthode ou fonction abstraite ne peut pas être privée, alors que les champs, eux, peuvent être tout à fait privés, protégés, publics, comme d'habitude. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quand on utilise une telle classe, enfin un tel type de classe. J'ai envie de répondre assez simplement, c'est lorsque la modélisation le demande. Alors, pour illustrer ceci, on va prendre l'exemple des figures géométriques. Donc, les figures géométriques, on en a de plusieurs natures, le cercle, le carré, le triangle, par exemple. Et sur une figure géométrique, on peut calculer son aire. Donc là, le but du jeu, c'est de modéliser ceci en disant que, ok, toute figure géométrique devrait avoir une méthode calcul R qui retournera un double et qui devra donc faire le calcul explicite de cette aire. Évidemment, le calcul de l'aire va dépendre de la forme géométrique concernée. Donc on va avoir une classe abstraite figure géométrique avec une seule déclaration abstraite de la fonction double calcul R. Cette méthode ne peut pas être implémentée ici car de toute façon elle va dépendre de la nature de la figure concernée. Et du coup, on va se retrouver avec plusieurs classes concrètes, comme le cercle, le carré, le triangle. Et chacune de ces formes va avoir ses propres caractéristiques. Pour le cercle, il y aura le rayon. Pour le carré, il y aura le côté. Pour le triangle, il y aura la base et la hauteur. Et il y aura également, du coup, l'implémentation du calcul R qui va être spécifique à la forme concernée. Donc évidemment, dans ce cas-là, ça n'a aucun sens de pouvoir créer une instance de la classe figure géométrique, car de toute façon, on ne sait pas quel type de figure géométrique on a à faire, et en plus, comment on calcule l'aire d'un tel truc. Donc, ça a double raison de ne pas pouvoir justement créer une instance d'une telle classe. D'où la nécessité qu'elle soit abstraite. Donc les conséquences de ces classes abstraites, c'est que on va prendre l'exemple d'une classe A, une classe abstraite qui contient deux méthodes abstraites, A1 et A2, et une fonction concrète A3. Quand on dit fonction concrète, c'est une fonction qui est implémentée dans la classe abstraite. Donc il y a deux conséquences en fait. C'est toutes les filles qui vont étendre A hériter de la classe A, et toutes les filles concrètes devront implémenter les méthodes A1 et A2, et elles hériteront de la méthode concrète, la fonction concrète A3. Par contre, si une fille est abstraite, elle n'est pas obligée d'implémenter A1 et A2. Par contre, la contrainte de définition de ces deux méthodes va être alors déléguée aux futures filles de cette fille. Donc on va essayer de résumer un peu tout ceci sur un petit exemple pour bien voir un peu les conséquences réelles de cette programmation justement. Hop, on va créer notre classe A qui va être une classe abstraite. Donc pour créer une classe abstraite, c'est simple, il suffit d'ajouter le mot-clé abstract. Donc on avait deux méthodes abstraites, publiques. Donc c'est une méthode abstraite qu'on a appelée A1. Donc là, il suffit de décrire ceci et ça permet de déclarer cette méthode abstraite. On va en créer une deuxième A2. Et on va créer une méthode concrète A3 qu'on va appeler du coup et qu'on va définir directement en disant, par exemple, on va faire simplement ceci. On va dire un système out.println de appel de A3. Voilà, simplement.
Maintenant, on va voir un peu quelles sont les conséquences de cette classe abstraite. Donc, on voit sous IntelliJ qu'il y a une représentation un peu particulière de la classe abstraite avec deux petits traits gris sur les côtés. Donc, on va créer notre classe concrète B, par exemple. Et on va étendre la classe abstraite A. Donc là, on voit qu'il sous-entend qu'il y a un problème. Donc, il nous donne en fait deux façons de résoudre le problème. Donc la première façon, c'est d'implémenter toutes les méthodes qu'il manque. Donc si on le regarde, il nous propose d'implémenter A1 et A2, comme on l'a vu tout à l'heure dans la présentation. Ou alors, une autre façon de solutionner le problème, c'est de dire, ok, finalement, c'est une classe abstraite. Donc, étant donné qu'elle est une classe abstraite, elle n'est pas obligée de redéfinir les méthodes A1 et A2. Elle peut par exemple simplement redéfinir la méthode A1. Hop. Appel de A1. OK. Et du coup, si on crée une troisième fille qui sera, elle, concrète, qui va étendre la classe B, là encore, il y a toujours un problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la classe B, effectivement, on n'a pas ajouté de nouvelles méthodes ici. On a juste redéfini A1. Par rapport à la classe A, il reste donc une méthode à implémenter qui est A2, puisque A3 a déjà un code et A1 a déjà un code qui est défini dans B. Donc ici, évidemment, il va vous proposer d'implémenter la méthode manquante, qui est donc A2. Et là, on peut lui mettre donc appel de A2, simplement. Et là, du coup, on voit qu'il n'y a plus de problème de compilation. Là, il a bien disparu. Hein. Pour la méthode, la classe C, elle va hériter de la classe B, qui hérite de la classe A. Du coup, elle va hériter de toutes les définitions antérieures des différentes méthodes. Donc, la méthode A3 qui est définie ici sera héritée. La méthode A1 qui est définie dans B va être héritée du coup. Et il ne reste plus que la méthode manquante qui était A2 ici, qui est définie ici, et donc il n'y a plus de problème de compilation. Ok, donc là on a pu aussi illustrer le fait que justement lorsqu'une fille est abstraite, elle n'est pas obligée de remplir tous les contrats, on va dire, de définition de fonctions qui ont été imposés par la classe mère qui est ici A. Mais par contre, toutes ces futures filles, qui est ici la classe C, devront implémenter toutes les méthodes manquantes. Ok. Donc on va essayer de mettre en application ce concept sur un exemple qui va peut-être vous parler. On va partir sur un échiquier qui est constitué de cases. Nous devons modéliser les pièces du jeu. Donc tout ce qui est pion, cavalier, fou, tour, reine et roi, des deux couleurs, donc blanche et noire. Et l'objectif ici, ça va être selon la case d'une pièce et selon la pièce, nous voulons développer une fonction qui va nous retourner l'ensemble des coups possibles pour la pièce concernée. Donc c'est les cases qui sont accessibles en un seul coup. Donc pour ceci, j'ai déjà fourni un peu de code ici. Alors nous avons nos cases. Donc une case a une lettre qui permet de définir quelle colonne, comme dans tout échiquier en fait, on traite. Donc ça va de A à G, à H, pardon, les lignes de 1 à 8. Et enfin, une case peut contenir une pièce. Donc là, il y a des petites méthodes pas très importantes. Une qui permet de récupérer la pièce, mais qui lèverait une exception s'il n'y a pas de pièce dans la case concernée. On a ici le getColor qui nous permet de savoir de quelle couleur est la case dans l'échiquier. Donc bon, peu importe, là c'est pas très important non plus. On a un échiquier, donc là pour l'instant il y a une erreur qui est là, mais on va essayer de la corriger au fur et à mesure. Donc notre échiquier, c'est une map qui contient des cases. Dans chacune des cases en fait sont instanciées directement à la construction de l'échiquier. Donc on a nos 64 cases qui sont définies ici. On a une méthode qui nous permettra de poser une pièce sur l'échiquier en lui donnant justement les coordonnées de la case sur laquelle on veut poser cette pièce.
Et on aura donc la méthode, la fonction est accessible, hein, qui, on donne la X, les coordonnées de la case que l'on veut viser, on donne la couleur de la pièce que l'on veut déplacer, et il va nous dire si oui ou non on peut déplacer la pièce concernée sur cette couleur-là. Enfin, si en tout cas la case cible est possible pour une telle pièce. Donc maintenant, on doit justement s'intéresser aux pièces elles-mêmes. Donc là, pour le coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper sous une classe mère, hein, qu'on va appeler pièces, toutes les pièces de notre échiquier. Donc là, encore une fois, on parle sur le même constat que tout à l'heure. En fait, ça ne sert à rien de créer une instance de la classe pièce, puisque de toute façon, une pièce sera soit un pion, soit une tour, soit un fou, soit le roi, soit la reine, soit la tour. Donc on sait simplement que chaque pièce va avoir une case sur laquelle elle est en place. Donc on va le mettre en private. Hop, case occupée. Et elle va avoir une couleur. Alors on va pas s'embêter, on va mettre juste une chaîne de caractères et il faudra juste gérer. On aurait pu mettre un type énuméré, hein. C'était pas le problème. Donc on va créer ici tac, un constructeur. Donc on va simplement pour l'instant créer un constructeur avec la couleur et on va lui mettre une méthode placée. Cette case occupée, hein. On lui donne une case en paramètres. Et on va simplement faire un this.caseOccupée est égal à case. Voilà. Donc ça suffira. On va juste générer les getters qui vont bien. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Maintenant, comme je le disais, ici toutes les pièces, hein, que ce soit un cheval, un cavalier, une tour, un fou et ainsi de suite, auront forcément une case occupée et auront forcément une couleur. Donc il est bon ici de centraliser dans cette classe ses propriétés. Quoi qu'il arrive, toutes les autres auront du coup la même implémentation quelque part. Donc là, pour le coup, on disait tout à l'heure que c'était normalement interdit de pouvoir créer une instance de cette classe-là. Donc, on va la déclarer abstraite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer aussi une méthode abstraite, une fonction abstraite qui va nous permettre justement de calculer toutes les cases accessibles, hein, pour la pièce en fonction de la case qu'elle occupe sur l'échiquier. Et en fonction de l'échiquier également. Ok, donc on va avoir une méthode, une fonction abstraite, hein, qui va nous retourner une collection de cases. Et on va lui mettre get coût possible, qui va prendre un échiquier en paramètres. C'est ce qui va nous permettre de vérifier qu'effectivement la case est accessible sur l'échiquier ou pas. Et il faut que cette méthode soit abstraite. Pourquoi? Parce qu'en fait, simplement, les différentes cases les différentes pièces ne se déplacent pas de la même façon. Donc les coups possibles ne sont pas les mêmes si c'est un pion ou si c'est un cavalier, par exemple. À partir d'une même case. Donc il faut la déclarer abstraite. Hein, et on va laisser justement le développement de cette méthode-là, de cette fonction-là, aux différentes filles, au moment où on sera en train d'implémenter nos filles. Alors, on peut commencer tout à fait, par exemple, par les pions. On va créer la classe pion qui va étendre de la classe abstraite pièce. Donc là, il nous demande d'implémenter
les différentes méthodes. Donc on n'en a qu'une. Jusque-là, tout va bien. On voit qu'il y a encore un message d'erreur et c'est là lié au constructeur. Donc quand on va créer un pion, on va lui donner sa couleur et du coup il va instancier l'attribut couleur de la classe mère pièce. Et du coup le getCoupPossible qui est ici, il va falloir justement être capable de l'implémenter en fonction de la couleur de la pièce justement. Donc il faut savoir que sur un échiquier, en fait, initialement les pions sont sur la ligne 2 de l'échiquier et c'est placé sur les cases, sur les colonnes A, B, C, D, E, F, G, H, et qu'ils ne peuvent que avancer donc d'une case ou de deux selon leur case de départ. Bon, on va partir sur un truc assez simple, on va dire qu'ils vont se déplacer que d'une case vers l'avant, on va dire. Donc l'avant va dépendre de la couleur du pion, évidemment. Et il y a des coups spéciaux en fait où il peut aller sur un côté en diagonale uniquement si il y a une pièce de couleur opposée. C'est-à-dire que si on a un pion blanc, s'il existe une pièce noire en diagonale du pion, il peut alors manger cette pièce. Donc ça fait partie des coups possibles. Si par contre c'est une pièce de la même couleur, il ne pourra pas se déplacer sur cette case-là. Ok. Donc on va déjà récupérer la case courante. Donc on sait qu'on a un this.getCaseOccupée. Ça nous permet de récupérer la case de notre pion. D'ailleurs j'aurais dû mettre pour la case le getLigne et getColonne que je n'ai pas fait. Generate get les getters. Donc je vais prendre ces deux là. On va retourner sur notre pion. Donc là on peut récupérer notre case, hein, pas de problème. Maintenant justement il va falloir calculer quelles sont les cases plus 1 justement qu'on peut accéder. Donc on va prendre char la colonne concernée. Ok. On va prendre la ligne concernée. Ok. Et maintenant, justement, on va se dire, ok, techniquement, à partir d'une case donnée, il y a 3 destinations possibles. La destination en diagonale, on va dire côté gauche, la case en face et la case en diagonale côté droit. Donc ce sont les 3 seules cases que l'on peut éventuellement atteindre. Donc la colonne peut rester, alors la ligne va changer, du coup on va s'intéresser, quoi qu'il arrive, si tout va dépendre de la couleur du coup. Si la couleur de la pièce est égale, alors si on est les blancs, on va simplement s'amuser. Donc là il va falloir incrémenter la ligne. Donc on sait que ligne, ça sera forcément en avançant. Et par contre on va avoir 3 cases possibles. Donc il faut simplement vérifier en fait avec l'échiquier s'il est possible. Si la case, alors ça sera la colonne point, si la colonne virgule la ligne virgule et le this.getCouleur, si c'est une case accessible. Donc si c'est une case accessible, alors on va pouvoir collection case résultat, voilà. Donc si c'est bon, on fait résultat point
add, et on va créer la case pour laquelle on va aller. Donc ça sera ligne avec colonne, si tout va bien. Alors c'est l'inverse évidemment. Voilà. Maintenant, il y a une autre case candidate qui sera tac, tac. Donc ça sera la même ligne, mais colonne -1. Oui, ok. In, tac, 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 et tac. Voilà. Bon, c'est un peu barbare, mais bon. En gros, on sait que la colonne, c'est un char. Donc, il faut simplement... on prend le code ASCII de la colonne, on enlève 1 et on retransforme en char derrière. On est sur la même ligne que l'on a calculé juste avant, qu'on a incrémenté ici. Donc, pas de problème. Donc, il nous reste la dernière ici. Donc, on va recoder. On va reprendre le morceau de code qui est là. Hop. Et on le remet ici avec un +1. Ok. Et évidemment, il faut faire le même traitement si c'est blanc, si c'est noir. Hein. Sauf que là, la seule chose qui change, c'est que c'est un ligne moins. Ouais, d'ailleurs, on va pouvoir factoriser un peu, hein, en vrai. Tac, tac. Donc en fait, tout ça, on peut le sortir. Tac. Et en réalité, ce qui se passe, c'est juste ça. Voilà. Et on va retourner du coup le résultat. Donc évidemment, il faut faire ceci pour toutes les pièces de notre échiquier. Là on voit que pour le coup notre classe concrète, on a juste eu à réimplémenter le getCoupPossible qui est du coup les coups possibles pour les pions uniquement, et que si on devait implémenter les cavaliers, on pourrait tout à fait ajouter les classes qui vont avec et réimplémenter le getCoupPossible pour chacune de ces pièces. Donc voilà un peu l'idée des classes abstraites et l'utilisation. Encore une fois, on se retrouve sur une classe abstraite que l'on a utilisée ici pour exprimer une famille d'objets. Donc une famille, ici, c'est nos pièces. Il est surtout très important que la pièce ne puisse pas être instanciée, d'où le abstract. Et en plus, ici, nous n'avons pas le choix parce que de toute façon, les coups possibles vont être spécifiques au type de pièce. Et du coup, on ne peut pas ici implémenter une façon générale, hein, générique, de calculer les coups possibles pour une pièce. Donc, d'où l'intérêt ici indispensable de pouvoir justement utiliser ces classes abstraites qui nous permettent de déléguer finalement aux classes concrètes le soin de développer les fonctions spécifiques abstraites. Bon bah écoutez, pour cette première notion sur les classes abstraites, j'espère que ça va vous aider pour la suite, et on attaquera la prochaine fois sur l'utilisation des interfaces en Java. À très bientôt.